On est parti. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais faire l'appel des membres. Claude Camus. Présent. Estelle Métivier. Jean-Yves Chagic. Florence Fournier, procuration à Maryse Chiron-Charrier. Patrick Lebars. Madame Chiron-Charrier. Moirou Christophe. Guignard Aurélie. Goisgen Françoise. Jasmin Brigitte. Agnès Salin, procuration à Françoise Goisgen. Michon Jean-Philippe. Collet Christophe. Mourgue Clara. Lamarque Benoît, procuration donnée à Jean-Yves Chagic. Bonsoir. Fuster Anne-Aurélie. Rosette Tan. Elle va être en retard. Bon. Ray Nicolas. Oduro Benjamin. Daniel Cause, procuration donnée Barbara. Claire Réglé. Dubéda Elodie. Baquet Stéphane. Lesourdi Elisabeth. Donc le quorum est atteint, nous pouvons fonctionner. Je remercie Madame Clateau, Laure, conseillère de la DGFiP, c'est-à-dire le Trésor public, auprès des collectivités territoriales, nous a accompagnés pour cette séance du vote du budget administratif et de gestion. Merci à vous. Secrétaire de séance. Christophe Collet. Bien. Nous allons approbation du procès-verbal du 3 février 2021. Avez-vous des remarques ou des commentaires à faire sur le procès-verbal? Bien. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Je voudrais vous faire part des informations en pouvoir de la délégation du maire concernant les dossiers que nous avons actuellement en mairie. Pour information, nous avons reçu le 24 février 2021 une demande de recours gracieux de la part de Madame Charlotte Iriart, avocate représentant une ancienne agente municipale, concernant une affaire qui s'est déroulée entre 2014 et 2016 sous l'ancienne mandature. Celle-ci réclame une somme en réparation pour préjudice moral suite à une tentative de licenciement abusif pour insuffisance professionnelle, débouté à l'unanimité par le conseil de discipline du centre de gestion de la Gironde, qui s'est déroulé le 29 septembre 2016, mais également pour l'ensemble des pressions exercées et harcèlements moral répétés entre 2014 et 2016 par la responsable des services de l'époque et sous l'ancienne mandature. Sa demande de recours est appuyée par de nombreux témoignages. La somme demandée était de 60 000 € après négociation. Il est fait état d'une demande en réparation pour préjudice moral de 30 000 € pour des faits qui se sont déroulés sous la précédente mandature. Le conseil municipal a un délai de 2 mois pour se prononcer à compter du 24 février 2021. Dans le cas contraire, ce recours sera porté devant le tribunal administratif.
Et là, évidemment, nous serons sur la fourchette très haute. Nous avons confié ce recours à un autre avocat, maître Jean Lavessière, et lui avons demandé également d'étudier la possibilité de se retourner personnellement contre les élus et agents en cause pour faute personnelle grave, au cas où la commune serait condamnée à verser une somme en réparation. Il n'est pas question que l'argent des impôts Sadirac serve à payer les errements et les comportements de l'ancienne mandature. Nous opposons, je m'y oppose catégoriquement. C'est une situation qui est totalement aberrante de notre temps et qui vraiment mérite qu'on en prenne conscience de ce genre de comportement. Une autre information, toujours dans le canal judiciaire, concernant M. Calvérac, qui est le rédacteur en chef du site de la minorité Sadirac Info. Suite à la plainte en diffamation déposée par moi-même, citation directe auprès du tribunal correctionnel, l'audience préliminaire s'est tenue le 18 février 2021. Le jugement sur la diffamation et sur la validité de l'association Action solidaire à Sadirac se tiendra le 29 avril 2021 à 14h au tribunal correctionnel. Attention, on est dans le tribunal correctionnel. Une information sur Placo également. J'ai rencontré M. Albaran, membre du collectif, qui lui a fait part des porteurs de projets, et le collectif se sont rencontrés. Les porteurs du projet ont répondu à l'ensemble des interrogations du collectif. Les membres du collectif étaient de plus que satisfaits de cet échange. Il leur a bien été confirmé que ce changement de destination du site est bien en zone artisanale et non en zone industrielle comme elle était auparavant. Voilà. Nous allons passer au point 1. Débat d'orientation budgétaire. Rapporteur, M. Lebars. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, le débat d'orientation budgétaire est une étape obligatoire dans la construction budgétaire des communes dont la population est supérieure à 3500 habitants. Les DOB doivent comporter une analyse de la situation globale en Europe et en France afin de situer la commune dans cet environnement. Conformément à l'article 107 de la loi 2015-991, dite loi NOTRe, le débat d'orientation budgétaire fait l'objet d'une délibération du conseil municipal. Contexte économique. Déjà en 2019, la croissance mondiale ralentissait compte tenu du Brexit et des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Puis vint le Covid-19 qui impacta fortement l'économie mondiale. Selon le FMI, la croissance mondiale devrait se situer à moins 4,1 pour 2020 et rebondir à 5,4% en 2021. La perte de richesse impactera particulièrement les ménages à bas revenus. Au niveau européen, le Fonds monétaire international et la Commission européenne prévoient une contraction du PIB de l'Union européenne pour 2020, comprise entre 7 et 8%, et un rebond de 4% pour 2021, avec bien évidemment des disparités selon les États. L'Union européenne a prévu un plan de relance historique à hauteur de 750 milliards d'euros. Les principales mesures de ce plan sont 312 milliards d'euros sous forme de subventions pour les pays les plus durement touchés par la crise. En premier lieu, l'Italie et l'Espagne, sachant que la France arrive en troisième position. Les bénéficiaires devront présenter un plan d'investissement et de réforme compatible avec les objectifs de transition écologique et numérique que l'Union européenne s'est fixés. Et ensuite, il y aura 360 milliards sous forme de prêts aux États membres. La BCE, Banque centrale européenne, a porté son programme de rachat d'actifs à hauteur de 1 850 milliards d'euros afin d'alimenter les banques en liquidité. Elle a maintenu les taux d'intérêt très bas afin d'aider les États à mettre en place d'importants plans de relance. Alors, quid de la France ? Eh bien, la croissance du PIB devrait se situer
à moins 9,1% en 2020. Pour 2021, elle s'établira à 4,1% contre 5,4% prévu auparavant. Alors à partir de hier, apparemment, ils ont parlé qu'elle remonterait aux alentours de 5%. Voilà, ça change un peu tous les jours. L'impact du Covid sur le marché du travail est très important. Le taux de chômage devrait culminer à 11% à mi-2021. Le retour à celui de la fin 2019, à savoir 8%, sera effectif fin 2022. La dette publique, au niveau de l'inflation, cette dernière sera stable sur 2021 et 2022 à environ 0,7 contre 1,1 en 2019. Le déficit public devrait atteindre 10,2% du PIB pour 2020. Alors normalement, il ne doit pas dépasser 3% du PIB. La dette publique s'élèverait à 120% du PIB. À savoir quand même que pour 2021, le gouvernement prévoit une baisse du déficit ramenée à 8,6 et une dette publique qui malheureusement va augmenter encore à 122,4%. Pour information, concernant la dette publique, les critères de Maastricht limitent la dette publique à 60% du PIB. Alors on sera quasiment au double. Heureusement, la politique de taux bas soutenue par la BCE devrait perdurer, la France empruntant sur les marchés à taux négatif via ce qu'on appelle les OAT, les obligations assimilables du Trésor, et ce à 10%, et le taux se situe alors, à moins 0,12%. Alors, hier, on était à moins 0,08%. Le déploiement des mesures d'urgence de 470 milliards d'euros pour faire face aux dégâts économiques de la crise sanitaire, le gouvernement propose en 2021 un plan de relance de 100 milliards d'euros. Celui-ci sera financé par les subventions européennes à hauteur de 40 milliards, par l'impôt et la dette. Dans ce plan, il est à noter qu'un peu plus de 30 milliards d'euros seront consacrés à l'environnement. Le projet de loi de finances 2021 est le budget de la relance, avec la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production à compter de 2021, la confirmation des engagements déjà pris par le gouvernement en matière de baisse des impôts des Français, avec bien évidemment la suppression progressive de la taxe d'habitation, ainsi que la baisse de taux de l'impôt sur les sociétés. 36,4 milliards d'euros seront affectés pour les 3 grandes priorités du plan de relance, qui sont l'écologie, la cohésion, la compétitivité. La poursuite d'une logique partenariale et de soutien aux recettes des collectivités locales sera maintenue. Près de 2,3 milliards d'euros ont été votés pour aider les collectivités locales à compenser leurs pertes financières. Fonds de stabilité des départements renforcés, nouveaux crédits pour soutenir l'investissement des régions et clause de sauvegarde pour le bloc communal reconduite en 2021 à hauteur de 200 millions d'euros. Concernant plus précisément les collectivités territoriales, des actions pour la ruralité avec la poursuite du déploiement de France Service et pour les quartiers avec les cités éducatives. Les finances des collectivités territoriales avec l'augmentation du concours de l'État aux collectivités locales pour soutenir l'investissement, la DGF, la compensation de la baisse des impôts de production. Pour les régions, compensation intégrale et dynamique de la baisse de la CVAE, qui est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Pour les communes et EPCI, compensation dynamique et territorialisée de l'allègement de la fiscalité. La dotation globale de fonctionnement est stable pour 2021 avec un montant de 26,758 milliards d'euros. Le FCTVA, l'enveloppe poursuit sa croissance à plus 9,1% grâce à une bonne reprise de l'investissement local depuis 2017. Les dotations de soutien à l'investissement allouées aux communes et aux EPCI s'élèvent à 1,8 milliard d'euros pour 2021, inchangées par rapport à 2020. Les dotations d'équipement des territoires ruraux, la DETR, pour 1 046 millions d'euros. La dotation de soutien à l'investissement local, la DESIL, pour 570 millions d'euros.
et la dotation politique de la ville, DPV, pour 150 millions d'euros. Voilà pour ce qui est de la situation économique et, également du PLF. La situation de notre commune maintenant. Comme en 2020, l'année 2021 sera marquée par les obligations et les restrictions liées à la crise sanitaire, mais également par le changement d'équipe municipale installée le 27 mai 2020, soit plus de 2 mois après l'élection qui se sont tenues le 15 mars. En section de fonctionnement, les dépenses totales de fonctionnement, malgré un budget 2020 revu à la hausse, ont progressé de 100 000 € par rapport à 2019. Alors, au niveau des dépenses en 2019, le montant des dépenses s'est élevé à 3 356 000 €. Il est en 2020 de 3 479 000 €. Voilà. Alors, l'augmentation des dépenses porte sur les chapitres suivants. Chapitre 11, c'est essentiellement des fournitures d'entretien et de petits équipements pour répondre à la crise sanitaire. Au niveau du chapitre 12, qui sont les charges de personnel, ces dépenses ont augmenté bien évidemment de 100 000 €. Notamment, c'est surtout des dépenses liées au remplacement de personnel absent et au renforcement des équipes. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante, l'augmentation est principalement due à la participation au budget de la Caisse des écoles pour plus de 100 000 €. Les recettes totales, alors ça c'était pour les dépenses. En ce qui concerne les recettes totales de fonctionnement sont plus de 320 000 € supérieures à celles de 2019. Donc au compte administratif 2019, nous avons perçu 3 761 000 € et en 2020, 4 113 000 €. Alors les principales chapitres, les évolutions au niveau des chapitres, c'est au niveau atténuation de charges. Les remboursements des rémunérations des personnels liés aux accidents et de services ont diminué entre 2019 et 2020. On a eu moins d'accidents, tant mieux, mais tant mieux. Chapitre 70, malgré le contexte de la crise sanitaire, le chapitre 70, c'est les produits de services et domaines et des ventes. Malgré le contexte de crise sanitaire, les recettes ont été faiblement impactées par l'interruption des services. L'augmentation de ce chapitre est liée tout simplement au remboursement par la Caisse des écoles du personnel de la restauration. Chapitre 73, impôts et taxes, la baisse du FPIC compensée par le Fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux pour les communes de moins de 5 000 habitants, instauré par la loi de finances 2020, dont la recette n'avait pas été prévue. Au chapitre 74, dotation et participation, dans l'ensemble, en 2019, elle représente 798 420 € et en 2020, une recette de 831 546 €. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, compte tenu du contexte sanitaire, les revenus des immeubles, bien évidemment, ont baissé de 4 000 € entre 2019 et 2020. Bon, effectivement, c'est normal puisqu'on n'a pas loué la salle, donc il y a moins de rentrées. Alors, il y a quand même eu un produit exceptionnel. Il s'agit de l'intégration dans nos recettes de retenues de garantie non réclamées par les entreprises, les délais étant prescrits. Alors, je crois que le montant, c'est 39 000 € que nous avons récupéré par ce biais. Au final, sans les résultats reportés, l'excédent de fonctionnement 2020 a évolué de 229 000 €. Il est passé de 405 000 en 2019 à 634 000 € en 2020. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la section d'investissement. Alors, vous verrez que on n'a pas beaucoup bougé. Compte tenu du changement d'équipe municipale, les dépenses d'investissement prévues étaient moins importantes qu'entre 2019. Leur réalisation a été en partie remise en cause, bien évidemment, par la crise sanitaire. Nous avons dépensé en investissement 752 190 € et donc il reste à réaliser 76 694 €. Pardonnez-moi. Alors, les principales opérations réalisées en 2020 sont la voirie pour 294 000
L'équipement de l'école de Bourg pour 41 000. L'école Théodore Monod, 33 000. Le matériel de cuisine, 18 000. Pardon. L'aménagement de la place Fouragnan pour 17 000 euros. Le matériel pour les services techniques, 9 000 euros. L'éclairage de la salle multi-activité pour 9 000 euros. Le columbarium pour 4 000 euros. Les restes à réaliser, 2021, sur les opérations d'équipement sont les voiries pour 24 000 euros. Travaux des écoles du Bourg, 18 000. Le véhicule de la police municipale pour 18 000 euros. Et le matériel informatique pour 8 000 euros. Les recettes nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement sur l'exercice, sans le virement de la section de fonctionnement et sans la prise en compte de l'excédent antérieur reporté, est déficitaire de 140 000 euros. Alors en effet, nous n'avons perçu en termes de recettes que 611 222 euros en 2020, à reporter par rapport aux 752 000 euros de dépenses que nous avons engagées. Voilà. Tendance et orientation budgétaire de la commune. Recettes de fonctionnement. Compte tenu du contexte et de la volonté de relance économique, les dotations 2020 seront maintenues. Avec la poursuite de la réforme en cours maintenue dans le projet de loi de finances 2021, on constate une remise en cause de la fiscalité locale qui se traduit par un recul significatif du pouvoir de taux des collectivités au profit des dotations et d'affectation de la part de TVA plus conséquente. La loi des finances 2021 n'a pas remis en cause les dispositions prises relatives à la disposition 2023, d'ici 2023, de la taxe d'habitation pour les habitations principales. Alors, moins de 30% en 2021, 65% en 2022, et nous n'aurons plus, et 100% en 2023. Donc, la commune ne percevra plus de taxe d'habitation sur les résidences principales à partir de 2023. Compte tenu de la pandémie, certaines recettes liées à l'occupation des locaux et au marché devront être minimisées dans le budget, bon, même si ça représente qu'un faible impact sur l'ensemble des recettes perçues par la collectivité. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, malgré la recherche d'économie, les dépenses de fonctionnement 2021 projetées seront, outre les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité et des services, ce seront des dépenses exceptionnelles d'entretien des terrains de sport, puisqu'apparemment il n'y a pas eu d'entretien depuis quelques années, mais également d'entretien des bâtiments communaux, où là il y a beaucoup à faire. Les charges de personnel et frais assimilés devraient évoluer à la hausse pour l'année 2021, compte tenu du recours à des contractuels pour faire face aux dispositions imposées par la pandémie, mais aussi par la conclusion de contrats plus longs pour accroître la stabilité des effectifs et lutter contre la précarité. Des créations de postes également, RHQS, deuxième policier municipal, et la direction du périscolaire de Lorient. De même, il y aura également les charges de personnel seront impactées par l'augmentation de la couverture de l'assurance du personnel, de l'accès au CNAS, au Centre national d'assurance sociale, à l'ensemble des titulaires et aux contractuels longue durée, au rattrapage des visites médicales obligatoires non effectuées et à la revalorisation des primes. Concernant le CNAS, apparemment, il semble, enfin, je crois que je ne veux pas dire de bêtises, il semblerait que seules quelques personnes avaient droit au CNAS. D'autres, et pas l'ensemble du personnel. Bon, voilà. Donc tout le monde y passe, comme ça c'est mieux. La contraction d'une assurance du personnel pour les agents titulaires permettra d'obtenir un remboursement des salaires sans les primes pour les nouveaux arrêts de travail 2021. Pour autant, elle ne couvre pas les arrêts maladie des contractuels et ceux des agents qui sont déjà en arrêt maladie. Les charges de personnel devront également absorber le glissement vieillesse et technicité, le GVT, les montées d'échelon, voire de grade, l'accès aux formations autres que celles proposées par le CNFPT, comme au premier secours, le PSC1 ou SSCT, les possibilités offertes suite à la révision du RIFSEP et les éventuels recrutements à venir.
Voilà. En fonction de l'évolution des mesures sanitaires imposées, la mise en place de personnel supplémentaire devra soit être maintenue, voire renforcée. Alors, maintenant, nous allons passer aux effectifs au 1er janvier 2021. Eh bien, il y a 56 employés à la mairie à ce jour-là, sachant que ça représente 53 personnes équivalentes temps plein, puisqu'il y a des personnes qui ne travaillent pas à 100%. Sachez que, pour la petite histoire, 66% sont titulaires et 34% sont des contractuels. La moyenne d'âge du personnel communal est de 44 ans. Section d'investissement. Alors, les principaux investissements pour 2021 seront études pour une nouvelle école et la création d'un nouveau cimetière. La mise en accessibilité universelle des ERP et des IOP. Travaux dans les écoles et au niveau de la cuisine centrale, parce qu'apparemment, il y a le toit qui tombe sur la cuisine, et des travaux de voirie. Concernant le financement, l'autofinancement des dépenses d'investissement sera à privilégier, ce qui nous impose de réduire au maximum nos dépenses de fonctionnement pour augmenter notre épargne brute. À cela devra s'ajouter les différentes aides financières susceptibles d'être apportées en fonction des projets d'investissement et en fonction des investissements projetés. Alors ça, il s'agit effectivement des subventions qu'on pourra glaner auprès de la DETR, etc. Concernant l'endettement, l'épargne brute représentative de l'excédent de fonctionnement s'est sensiblement améliorée en 2020. Néanmoins, il est nécessaire de relativiser ce résultat car il est directement lié aux conséquences de la crise sanitaire qui ont largement perturbé le fonctionnement des services, des prestations aux usagers et interdit la réalisation des manifestations. Voilà. Alors sachez que pour l'épargne brute, alors si on prend l'épargne brute ou ce qu'on appelle la CAF, elle ressort à 792 000 €. Voilà. Engagement pluriannuel. En fonctionnement, seuls sont concernés les contrats dont les dates d'échéance ne coïncident pas avec l'année civile et ce pluriannuel. C'est-à-dire que ce sont des contrats que nous avons pour 2 ans, pour 3 ans, pour 5 ans, ça dépend. Les coupures, je crois que c'est 3 ans. Donc on revoit tous les... voilà. Et ceux qui seront faits dans l'année, on pourra les renégocier. En investissement, le seul engagement pluriannuel à venir sera le marché subséquent de voirie, hormis les projets dont la réalisation s'étale sur plusieurs exercices, comme la mise aux normes des bâtiments recevant du public, y compris aux normes d'accessibilité universelle. Maintenant, ça c'est le budget principal, nous allons passer au budget annexe. Budget annexe d'assainissement. Alors, là, on va reprendre tout simplement quelques chiffres. Le total des dépenses s'élève à 177 000. Alors, ça, c'est les dépenses d'exploitation. 177 075 €. Les recettes d'exploitation s'élèvent à 272 480 €. Si on y inclut le résultat rapporté ou le résultat reporté, qui est de 185 000 €, on se retrouve avec 457 593 €. Voilà pour ce qui est entre la recette et la dépense d'exploitation. Pour autant, le délégataire de service nous a fait part de certaines inquiétudes, notamment d'une différence importante entre le nombre réel d'usagers raccordés et le nombre prévu dans le contrat de délégation de service correspondant à celui du DCE. Le précédent prestataire, malgré différentes relances, n'a toujours pas communiqué les informations demandées sur le nombre d'usagers raccordés. Le manque à gagner pourrait à terme impacter bien évidemment le tarif de l'eau. Voilà. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, les dépenses d'investissement s'élèvent à 274 163 € et les recettes 195 839 €. Donc il y aura ici, vous verrez tout à l'heure, un déficit. Le schéma directeur d'assainissement est toujours en cours de réalisation.
Afin de remédier au problème des eaux parasites dans le réseau sous vide, il sera nécessaire de prévoir des travaux. Un marché subséquent sera passé à cet effet. Enfin, le non-assujettissement à la TVA depuis le 1er juillet 2018 impacte lourdement les recettes d'investissement avec la perte de la compensation via le FCTVA. Cette perte de recettes est jusqu'alors compensée par le résultat de l'exercice, mais celui-ci s'amenuise progressivement. C'est pourquoi cette solution n'est pas durable. Il va falloir ouvrir une réflexion sur le financement de ce budget annexe pour les années à venir. Voilà. Concernant le budget de transport, alors au niveau du budget de transport, alors très peu de choses, hein. Le total des dépenses s'élève à 14 853 euros en fonctionnement, hein, dépenses de fonctionnement, 14 853 euros, et les recettes, 29 105 euros. En dépenses d'investissement, eh bien, il n'y a pas eu de dépenses d'investissement, voilà, zéro. Et les recettes d'investissement, c'est tout simplement l'amortissement qui ressort à 226 euros. Compte tenu des résultats du questionnaire jeunesse, que seulement 3 à 5 enfants empruntent le bus, dont un seul réside à plus de 3 km de l'école, et des recommandations de bonne gestion de la trésorerie, la question du maintien ou non de ces services devrait être étudiée très prochainement. Voilà. Compte de gestion. Alors, je pense que pour les comptes de gestion, je continue ou je passe la parole à Madame Clétou. Madame Clétou, ouais. Vous voulez le... Alors, je vous passe le micro. Bonjour tout le monde. Oui, moi je vais vous faire un petit commentaire sur l'évolution de vos finances sur les 5 dernières années. C'est ce que je faisais habituellement auparavant. Donc je ne sais pas si vous l'avez tous compris, mais je fais partie de la DGFIP. Je suis votre conseiller aux décideurs locaux. C'est comme ça que ça s'appelle. C'était une fonction qui a été créée avec le nouveau réseau de proximité qui a entraîné entre autres la fermeture de la trésorerie de Créon et la création du service de gestion comptable de Castres où il y a un comptable qui lui effectivement a fait le compte de gestion que je vais vous présenter, enfin, que vous allez voter tout à l'heure. Et auparavant j'étais trésorière sur Combe et je faisais le petit exercice auquel je vais me livrer maintenant auprès de vous. Alors, moi j'ai constaté donc que vos recettes de fonctionnement, vous m'entendez bien? Non, moi je m'entends pas, donc bon. Un peu plus près, comme ça? Ah, voilà. Alors, je me disais bien aussi, j'entendais pas l'écho, il y avait un truc. Donc, vos recettes de fonctionnement depuis 5 ans augmentent régulièrement, notamment les recettes fiscales, bien qu'elles restent en dessous des moyennes nationales des communes de votre tranche, sachant que vous appartenez à la tranche des communes de 3500 à 5000 habitants, vu le nombre de population que vous avez. Vos produits courants sont également en augmentation, malgré même en 2020, malgré la crise. Vos dotations se maintiennent globalement et se situent parfaitement dans la moyenne. Et vous avez quelques ressources financières cette année en 2020. Et votre élu en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il s'agit de la réintégration de vieilles retenues de garantie. Bon, il aurait mieux valu quand même que ces retenues de garantie soient remboursées aux entreprises qui ont travaillé à l'époque. Mais bon, ça n'est pas de votre fait. Les dépenses de fonctionnement, alors elles aussi, elles augmentent un petit peu, notamment les charges de personnel, qui sont malgré tout inférieures aux moyennes départementales, régionales et nationales. Les charges de gestion courante, elles aussi, elles augmentent. Alors, j'ai cru comprendre que c'était à cause de la caisse des écoles.
d'après ce que j'ai écouté tout à l'heure. Et les charges générales, elles, sont sont inférieures aux moyennes et diminuent. Alors tout cela conduit à ce que depuis 2017, votre CAF brut augmente parce qu'en fait les recettes augmentent plus vite que les dépenses, qui augmentent quand même, mais à une vitesse moins rapide. Donc la CAF brute, qui va permettre d'une part de rembourser vos emprunts et d'autre part de réaliser de nouveaux investissements, augmente. La CAF nette, elle, alors depuis 2017, j'ai cru comprendre qu'en 2017, il y avait eu une renégociation d'emprunt. C'est bien ça? Voilà. Parce que ça a eu un impact énorme sur la CAF. Mais c'est un impact fictif. Mais depuis 2017, la CAF brute augmentant et les remboursements de la dette étant stables et petit à petit diminuant, ce qui est logique, vu que vous n'avez plus emprunté depuis 2017, votre CAF nette, qui reste donc ce que vous pouvez investir, elle aussi est en train d'augmenter. Les opérations d'investissement, donc, cette année, bien entendu, les dépenses ne sont pas au rendez-vous. C'est la crise, c'est comme ça, c'est partout pareil. Les recettes sont variables l'une sur l'autre en fonction du remboursement du FCTVA qui se fait chez vous 2 ans après la réalisation des travaux. Donc, il est à penser que, comme en 2019, vous avez eu de fortes dépenses, en 2021, le FCTVA va arriver pour gonfler vos recettes. Là, les dépenses, les opérations d'investissement, c'est quelque chose qui varie en fonction des travaux faits. Voilà. Donc là, espérons que 2021 permettra à tout le monde de travailler correctement, même si je ne sais pas encore ce qui a été dit ce soir, mais enfin pour nous, ça ne va pas changer grand-chose. Le financement des investissements. Donc, les investissements sont financés d'abord par la CAF nette, et puis ensuite par les ressources propres de la collectivité. Donc, on a vu que la CAF nette augmentait depuis 2017, et en parallèle, le remboursement des dettes se maintient. Donc, en fait, le financement disponible varie énormément d'une année sur l'autre, en fonction du versement des subventions qui ont été demandées pour les travaux en cours et en fonction du versement du FCTVA. Bon, cette année, fin 2020, le financement disponible est relativement important, puisqu'il s'élève quand même à 973 000 euros. Bon. Alors, on va parler du fonds de roulement et des besoins en fonds de roulement pour... Excusez-moi. Donc, en fait, le fonds de roulement, ça traduit la capacité de vos ressources stables, c'est-à-dire ressources qui sont en investissement, de couvrir les emplois, c'est-à-dire les emplois stables, c'est-à-dire toutes vos immobilisations. Pardon. Donc, dans les ressources propres, il y a tout ce qui est les ressources propres de la collectivité, ce qu'on a mis 68, il y a le FCTVA, il y a les subventions, et ensuite, dans ces ressources, on rajoute aussi les dettes financières. Donc les dettes financières chez vous, ces dettes s'élèvent à 4 600 000 et poussières, et les ressources propres à 22 millions. Alors que l'actif mobilisé brut, qui est donc les emplois, est de 25 millions et des poussières. Donc on se retrouve avec des ressources supérieures aux emplois, et ça vous donne un fonds de roulement de 1 737 000, je vais arrondir. En dessous, nous avons donc la partie circulante du bilan.
L'actif circulant, c'est en fait c'est en fait merde, je vais le lire, excusez-moi. Je vais me remettre. Oh, c'est la première fois que vous me voyez, vous inquiétez pas, j'en ai fait d'autres. Hein. Non. Oui, c'est pas une première. Oui, monsieur le journaliste là-bas, il m'a déjà vu, lui, c'est. Alors, je disais donc que l'actif circulant et le passif circulant, ça va permettre de déterminer votre besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous permet de savoir si vous avez besoin, si vous dégagez de la trésorerie ou si vous en avez besoin. Les créances, en fait, chez vous, qui constituent votre actif circulant et qui font, c'est-à-dire les créances, c'est-à-dire les sommes que vous doivent les gens, vous les encaissez plus rapidement que celles que les dettes que vous avez envers les fournisseurs. Ce qui fait qu'en fait, avec ce mécanisme-là, vous augmentez votre trésorerie qui, au fin 2020, s'est levée à plus de 2 millions d'euros. Alors ça, et en fait c'est une habitude régulière, depuis 5 ans, vous avez une trésorerie qui est quand même extrêmement confortable, parce qu'elle flirte toujours autour de 2 millions. Donc, mis à part, on va passer sur l'endettement, et donc depuis 2016, vous vous désendettez, puisque en 2017, certes, vous avez renégocié les emprunts, mais ça a eu pour effet de diminuer le montant que vous deviez. Donc, à partir de ce moment-là, entre une collectivité qui se désendette, c'est une collectivité qui avance. Et je pense que je vais en rester là parce que derrière, il y a des éléments concernant la fiscalité directe locale, mais le souci, c'est que ça parle de l'ATH. Alors, par contre, je peux vous expliquer, même si vous n'avez pas encore reçu les notifications de vos bases 2021, je peux vous expliquer, si vous voulez, le principe de compensation de la taxe d'habitation par autre, je pense que par la taxe foncière du département. Est-ce que vous souhaitez que je vous l'explique ? Vite fait, hein, je ne rentre pas dans les détails, je ne vous donne pas de chiffres. Je vous donne que le principe. Alors en fait, les communes vont toutes, donc petit à petit, il n'y aura plus de TH, sur les résidences principales. Il y en aura toujours sur les résidences secondaires. Mais dès cette année, vous ne percevrez plus la TH, mais vous percevrez à la place la part départementale du foncier sur vos bases de foncier bâti. Il y a une comparaison qui est faite, vous le verrez après sur vos états 1959 quand ils arriveront. Il y a une comparaison qui est faite entre ce que vous auriez dû toucher si la taxe d'habitation était maintenue et en additionnant donc le produit attendu taxe d'habitation et le produit taxe foncier bâti. Alors cette différence-là, cette notion-là est comparée à ce que vous devriez recevoir avec votre taxe de foncier bâti additionnée à la part départementale de foncier bâti. Alors dans l'hypothèse où la commune est perdante, c'est-à-dire que les deux fonciers communal et départemental n'atteignent pas le niveau avec la TH. Un coefficient correcteur est appliqué à ce montant de manière à ramener le montant perçu par la collectivité à la valeur qu'elle aurait dû percevoir si la TH avait été maintenue. Et tout ça, vous le verrez sur l'état de données fiscales envoyées par la DGFiP le 31 mars. À l'inverse, si la commune perçoit davantage avec le nouveau système
qu'avec la taxe d'habitation, on va lui appliquer un correcteur qui va ponctionner la part qu'elle a reçue en trop. Il faut bien alimenter celles faut bien alimenter celles qui, j'ai du mal avec ce micro. Il faut bien compenser celles qui ont touché moins. Donc celles qui gagnent là-dessus vont être écrêtées, sauf dans le cas où le gain entre le nouveau système et l'ancien est inférieur à 10 000 euros, auquel cas elle garde l'intégralité des produits fiscaux et donc l'intégralité du surplus. Alors, je ne sais pas dans quel cadre ça se situe, dans quel cadre vous vous situez, parce qu'il y avait eu des calculs de faits il y a bien 2 ou 3 ans. On nous avait sollicité pour aller donner à tous les maires le calcul qui avait été fait à l'époque les concernant, mais c'est vieux. Je ne sais pas si vous l'avez gardé. En plus, peut-être qu'à l'époque, si j'ai bien compris, à l'époque, ce n'était pas vous, les élus. Donc, bon, de toute façon, vous n'avez plus que 15 jours à attendre. Vous le saurez le 31 mars. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Eh bien, je vous remercie de votre écoute. Bien, je vais reprendre donc la parole et continuer par le compte de gestion. Le compte de gestion 2020 présenté par le receveur pour le budget principal est le suivant. Au niveau des recettes en fonctionnement, nous avons 4 113 645,90. Les dépenses sont de 3 478 851 euros. Et l'excédent ressort à 634 794,87 euros. En ce qui concerne l'investissement, les recettes ressortent à 611 222 et les dépenses à 752 190 euros, soit un déficit de 140 968 euros. En ce qui concerne le budget assainissement, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 272 480 euros. Les dépenses, 177 075 euros. L'excédent ressort donc à 95 405 euros. En termes d'investissement, les recettes ressortent à 154 329 euros et les dépenses à 223 811 euros, soit un déficit de 69 481 euros. Concernant le budget transport, alors, là, en fonctionnement, les recettes ressortent à 29 105 euros et les dépenses à 14 853 euros, soit un excédent de 14 252 euros. En investissement, les recettes ressortent à 226 euros et il n'y a eu aucune dépense d'investissement sur le budget transport cette année. Donc l'excédent ressort bien évidemment à 226 euros. Alors après, je pense que je vais passer la parole à Monsieur le maire. Je remercie Madame Clapeau pour votre intervention. Et je vous dis à bientôt, prochainement. Merci. Oui. Donc, je propose à Monsieur Claude Camou, président. Ah, pardon. Nous allons mettre au vote l'exercice, les deux comptes de gestion, commune, assainissement et transport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, point 5. Élection du président de séance pour le vote des comptes administratifs. Je propose Claude Camou, président de séance, pour la présentation des comptes administratifs. Pour voter. Qui est pour?
Merci pour lui. Très bien. Bien, bonsoir mesdames, messieurs, merci monsieur le maire. Bien, avant de passer la parole à monsieur Lebars qui va nous présenter les comptes administratifs du budget principal de l'annexe assainissement et de l'annexe transport, je vous propose de voter ces trois comptes en même temps. Toutefois, si une personne de l'Assemblée ne souhaite que ce soit fait individuellement, qui s'oppose donc à cette proposition de le voter globalement, si elle peut se faire entendre, sinon... Tout le monde est d'accord? C'est parfait, je vous remercie. Donc je vais passer la parole à monsieur Lebars qui va nous exposer, puisqu'il parle très très bien. Je vous remercie. Alors, on vous a remis ce document-là. Je pense que vous devez l'avoir tous concernant le compte administratif, qui est assez explicite, ma foi. Hein. Et vous en avez un deuxième, le compte administratif 2020, qui est bien fait également. Alors, en ce qui concerne le compte administratif du budget principal, alors, les recettes, 4 113 645, dépenses 3 478 851, résultat de l'exercice 634 794,87. Lorsqu'on y ajoute les résultats antérieurs reportés de l'année dernière, qui sont de 827 458, on ressort avec un résultat cumulé de clôture de 1 462 253 €. Au niveau de l'investissement, nous avons dépassé 752 000 € et en recettes, nous avons reçu 611 222 €. Le résultat de l'exercice ressort à moins 140 968 €. Nous avons un reste à réaliser de 76 694 €. Et si on met en perspective les résultats antérieurs reportés, qui étaient de 415 531,69 €, il en résulte un excédent de 197 869,56 €. Voilà pour ce qui est le budget principal. Sur le compte administratif du budget annexe assainissement. En fonctionnement, le résultat de l'exercice ressort à 95 405 €. Les résultats antérieurs reportés étant de 185 113,40 €, le résultat cumulé de clôture s'élève à 280 518,40 € pour la section de fonctionnement. En investissement, le résultat de l'exercice ressortait à 69 481 €. Compte tenu des restes à réaliser, dont dépenses 50 352 et recettes 41 510, ainsi que des résultats antérieurs reportés de 196 305, on a un résultat cumulé qui est de 117 981,75 €. Voilà pour le compte administratif du budget annexe assainissement. Maintenant, il nous reste le transport. Alors, en fonction, alors là, ça va être assez rapide. Le résultat de l'exercice, 14 252. Résultat antérieur reporté, 4 860. Résultat de clôture, 19 112,22 €. En investissement, nous avions la recette qui était de 226, qui représente l'amortissement. Et comme il y a des résultats antérieurs reportés de 60 815,55, le résultat cumulé de clôture de l'investissement ressort à 61 041,55. Et je repasse la parole à monsieur le maire. Bien, je vous remercie. Donc avant de passer au vote, d'abord, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Dans ce cas, avant de passer au vote, je vais demander à monsieur le maire de bien vouloir s'éloigner. C'est tout. Toi, tu dois sortir. Ouais. Non, il ne voulait pas partir, mais... Bien.
Je peux reposer la question. Est-ce qu'il y a des remarques ou est-ce qu'il y a des suggestions, des questions à poser? Non? Bon, donc nous allons donc passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Les personnes qui s'abstiennent? Donc les personnes qui sont pour? Merci beaucoup. Monsieur le maire peut revenir. Si, il a entendu. Merci, Claude, pour cet exercice. Point 5. Non, pardon. Non. Point 9. Aménagement de la durée de travail hebdomadaire des agents administratifs de la mairie de 35 heures à 37 heures hebdomadaires. Il est proposé d'aménager la durée hebdomadaire de travail des agents administratifs de la mairie à temps complet de 35 heures à 37 heures en moyenne par semaine, avec effet immédiat, selon les modalités exposées ci-dessous, pour répondre au surcroît de travail des agents, effacer les différences de traitement entre les agents travaillant ou non les samedis matins et pour offrir un service public de meilleure qualité aux usagers. En effet, au regard des informations recueillies, le public a modifié ses usages. Peu d'usagers se rendent en mairie les samedis matins et le service étant réduit à un seul agent, il n'est pas possible d'apporter une réponse satisfaisante. À travers des ateliers de réflexion mis en place par la Direction générale des services, une concertation a été organisée par les agents en charge de cet atelier auprès de l'ensemble des agents administratifs concernés. Il en résulte la proposition suivante ayant recueilli un avis favorable du comité technique. La répartition des 35 heures, des 37 heures hebdomadaires de travail diffère selon que le service accueille ou non du public pour des raisons exposées ci-dessus. La répartition des 37 heures hebdomadaires de travail pour les agents occupant un service ouvert au public, accueil, état civil, urbanisme et services scolaires sera la suivante. Lundi, matin, 9h, 12h30. Après-midi, 13h30, 19h. Nombre d'heures, 9h. Mardi matin, 9h, 12h30. Après-midi, 13h30, 17h. Nombre d'heures, 7h. Mercredi, jeudi, vendredi, pareil. La répartition de 37 heures hebdomadaires de travail pour les agents n'occupant pas un service ouvert au public, DGS, comptabilité, ressources humaines, animation, communication, assistante et RQHS sera la suivante. Lundi matin, 9h, 12h30. Après-midi, 13h30, 17h30. Nombre d'heures, 7h30. Mardi matin, 9h, 12h30. Après-midi, 13h30, 17h30. Nombre d'heures, 7h30. Mercredi, 9h, 12h30. Après-midi, 13h30, 17h30. Nombre d'heures, pareil, 7h30. Jeudi, 9h, 12h30. Après-midi, 13h30, 17h30. Nombre d'heures, 7h30. Et vendredi, 9h, 12h30. Après-midi, 13h30, 17h. L'aménagement du temps de travail hebdomadaire des agents administratifs de la mairie aura pour conséquence de modifier les horaires d'accueil du public de la mairie comme suit, sous réserve des mesures imposées par l'État pour lutter contre la pandémie. Exemple, si le couvre-feu à 18h, l'organisation actuelle, avec les samedis matins, sera maintenue. Nouveaux horaires d'accueil public de la mairie. Lundi matin, 9h, 12h30. Après-midi, 13h30, 19h. Mardi, mercredi et vendredi, le matin, 9h à 12h30. Après-midi, 13h30, 17h. Jeudi, matin, pareil. Et après-midi, 13h30, 17h. Jeudi matin, c'est fermé, pardon. La mairie au public. La mairie est fermée au public, mais donc, voilà. L'augmentation du temps de travail hebdomadaire des agents concernés ouvriront droit à compensation à hauteur de 12 jours de RTT par année civile, soit 1 jour par mois.
Ils seront proratisés à compter de la date de mise en place de la modification du temps de travail et en fonction de la date d'entrée dans la collectivité. Le tableau des emplois ne sera pas modifié, les crédits suffisants seront inscrits au budget de l'exercice. Convention relative... Non, voilà. Il est proposé dans les conditions exposées ci-dessus d'accroître le temps de travail des emplois permanents, inscrits à temps complet de 35 heures à 37 heures hebdomadaires, sans modifier le tableau des emplois avec effet immédiat. Avez-vous des commentaires, s'il vous plaît? Bonsoir. Plusieurs commentaires en fait. Donc sur le principe que le temps de travail passe à 37 heures, moi si c'est nécessaire, j'y vois aucun inconvénient, bien au contraire. Par contre, sur les RTT, donc 12 RTT par an, proratisés, je suppose que c'est pareil en cas d'absence, autre qu'une entrée-sortie. Et aussi un deuxième commentaire sur les horaires. Donc, on augmente le temps de travail des agents de 35 à 37 heures. Par contre, là où je suis déçue, c'est que sur le temps d'ouverture de la mairie, on passe de 35 heures d'ouverture au public à 33,5 heures. Donc, on perd en qualité de service pour moi. Voilà. Ça, je ne comprends pas bien. Si en augmentant la durée de temps de travail des agents, pourquoi la mairie va être moins ouverte ? Alors, je vais vous répondre. Les 12 jours de RTT, les 37 heures, ils sont annualisés. Donc, à partir du moment où c'est annualisé, le présentéisme n'a aucun impact. Ensuite, concernant les horaires de la mairie, effectivement, on passe de 35 heures à 33 heures, comme vous l'avez souligné. Sauf que le samedi matin, actuellement, c'est une permanence. Ce n'est pas un accueil public, hein. On n'a pas de guichet unique ici, on n'est pas une collectivité qui a les moyens de mettre en place un guichet unique. Donc c'est une simple permanence. Et qui dit simple permanence, ça veut dire que les 3/4 du temps, on renvoie les usagers, puisqu'on n'a pas les agents qui sont en capacité de répondre. Ce samedi matin, par exemple, c'était Belinda. S'il y avait une question à poser en urbanisme, CCAS, état civil, on renvoie les gens chez eux et on leur demande de revenir en semaine sur leur temps de travail. Donc la qualité de service, elle n'y est pas. Ici, ce qu'on propose, effectivement, c'est peut-être 2 heures en moins, mais avec une réponse aux usagers, puisque les personnes seront présentes jusqu'à 19 heures, y compris, comme ça a été indiqué, CCAS, urbanisme, état civil, etc. Donc on pourra leur apporter une réponse. Ensuite, ce n'était pas satisfaisant en termes de sécurité, puisque le samedi matin, vous savez très bien que l'agent il se retrouve seul face au public, ce qui a été longtemps le cas pendant la précédente mandature. Monsieur Gomez et l'ensemble de sa municipalité font des efforts pour être quasiment toujours en permanence ici et ne pas laisser l'agent seul le samedi matin. Mais ils peuvent très bien être appelés pour une raison quelconque et l'agent peut se retrouver seul, donc ce n'est pas très satisfaisant. Donc là, on propose une réponse où on pourra répondre aux usagers, on conforte la sécurité des agents. Ensuite, 19 heures, vous allez me dire peut-être que c'est trop tôt, mais on a quand même une expérience sur le long terme, puisque si on a quand même les résultats, on peut se baser sur des données que l'on a en mairie, à savoir par exemple sur le périscolaire. On a les données du périscolaire sur plusieurs années. On sait très bien que les parents viennent essentiellement chercher leurs enfants entre 17h30 et 18h, qu'entre 18h et 18h15, déjà, c'est divisé par 2 ou voire 3, et qu'au-delà de 18h30, il reste 1, voire 2 enfants, et quand c'est sur 2 centres différents, souvent c'est des fratries. Donc on sait très bien qu'entre 18h et 19h, on ouvre une large porte au public pour que les parents, enfin les gens, puissent venir chercher des informations. Donc on améliore largement la qualité du service. Donc ce n'est pas la plage horaire qui est importante, c'est la qualité du service. Ensuite, si ce modèle est développé dans plusieurs collectivités, qui a été développé dans des grosses collectivités et qu'on le retrouve toutes les collectivités qui se remettent en cause et qui cherchent à améliorer le service, je pense que ça a été étudié et que ça convient. Pour les RTT, à partir du moment où les agents passent de 35 à 37 heures, les RTT, c'est bien pour les 2 heures supplémentaires qu'ils vont faire. Tout à fait,
C'est un texte, hein. C'est pas nous qui l'avons défini. On Je sais. respecte tout simplement la loi. Non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Mais à partir du moment où ils ne font pas leur temps de travail, pourquoi ils bénéficient du coup d'une contrepartie financière sur les 2 heures qu'ils ne feraient pas? C'est Mais quand ça vous où je faites comprends pas pas bien. Enfin, Là, sur l'absence, moi, je ne vous rejoins pas du tout, par contre. sur l'absence. Sur L'absence, ça veut dire que si vous êtes malade, vous avez un contrat à 37 heures, vous êtes malade, on ne vous paye pas les 37 heures. C'est la même chose. Eh ben non, puisque Ben l'agent si, aura c'est son la même chose, RTT en puisque contrepartie. c'est une récupération qui est mise en place pour éviter de payer les gens, puisque la fonction publique, on doit d'abord, enfin, c'est le système qui est en place, hein. On ne paye pas beaucoup d'heures supplémentaires, sauf exception. Il faut pouvoir le justifier. Le principe de base, c'est la récupération. Et les RTT sont basés là-dessus. Donc ça veut dire que Si vous êtes malade, que vous n'êtes pas payé, ok, mais du coup, vous avez quand même un jour de RTT. Je ne comprends pas. Enfin, vous êtes malade un mois, vous n'êtes pas il y a payé pendant un mois, et il vous y a maladie bénéficiez. et maladie. Hein. Alors, une absence. Vous êtes, On parle bien de... enfin voilà, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Il y a maladie une semaine et puis il y a la maladie longue durée ou maladie de Mais plus d'un mois, à etc. partir du moment où il y a une absence et qu'on n'a pas de rémunération, je ne vois pas pourquoi derrière, il y aurait une contrepartie de RTT quand même. Pour moi, ça ne paraît pas logique. Pour Voilà. moi, là, les 37 Ce heures, n'est ils pas... sont rémunérés. Après, si les personnes sont Ah, en mais maladie... si vous longue- êtes en absence rémunérée, ce n'est pas la même chose. Mais une absence non rémunérée ne devrait pas générer. C'est de bien ce que je dis, RTT. on ne parle pas de la même chose. Moi, je vous demandais justement, Moi, je en parle cas de la d'absence, simple maladie ordinaire. Après, effectivement, si la personne elle est malade longtemps, non, ça, effectivement, ça ne génère pas. Mais si c'est une semaine, je ne vais pas lui retirer un quart d'heure. Hein. Après, c'est une décision de monsieur le maire. après, c'est pour ça, enfin, voilà, qu'est-ce qui est prévu dans cet accord, voilà, s'il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de prévu. Les agents qui sont absents, ils ont leur RTT quand même, très bien, tant mieux pour eux. Mais pour moi, un salarié ou n'importe quelle personne qui ne travaille pas, n'a pas son salaire, n'est pas censé bénéficier de la contrepartie du paiement de ces heures de 35 à 37. Ça sera précisé, ça. Mais Madame Réglé, je comprends tout à fait votre question, disant si on ne travaille pas, pourquoi on bénéficierait d'un jour de RTT. Je vous rappelle tout à l'heure ce que je vous ai en information, qu'il va falloir sortir de l'argent du public pour payer les errements du passé. Ça, je voudrais aussi que vous en preniez compte. Vous voyez? Donc ça se... Voilà. Donc toujours sur le même sujet, bonjour à tous. Moi j'avais une question sur est-ce qu'il avait été étudié la possibilité que la DGS puisse avoir un contrat cadre? Est-ce que ça a été étudié ou pas puisqu'en fait, si j'ai bien compris, tous les salariés, les cadres A, B et C, auront le contrat à 37 heures. Voilà. Et est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de proposer un contrat cadre à la DGS qui forcément fait beaucoup d'heures de par sa fonction et dans un contrat cadre, en fait, il y a une indemnité qui est prévue, mais il n'y a pas de décompte d'heures, ni de RTT, ni de récupération. C'est un contrat cadre. Est-ce que vous aviez... On n'a pas étudié cette possibilité. Est-ce que vous comptez l'étudier ? On va voir comment ça fonctionne. Et puis, si c'est trop pénalisant, effectivement, pourquoi pas. Ok. Et donc, je voulais rebondir quand même sur les horaires, les modifications d'horaires. Donc, l'extension à 37 heures, très bien, pour les employés. Là où je trouve, justement, où je rebondis sur ce que Claire avait pu mettre en avant, sur le fait du temps d'ouverture de la mairie. J'ai bien compris que le samedi, ce n'était pas satisfaisant. Néanmoins, avec une augmentation de temps de travail, ça aurait pu, dans la répartition des heures que vous proposez, faire deux autres jours sur une ouverture à 19 heures. Ça, vous l'avez... Enfin, voilà, vous faites une proposition... Là, on passait plus... je veux dire...
Si, c'est possible, mais là, on n'augmente plus de 37 heures et on augmente forcément les temps de récupération. Si vous mettez 39 heures, voilà. Non, c'était pas. Non, mais dans le cadre des 37 heures, si vous aviez fait une répartition, peut-être un peu, avoir fait plusieurs propositions de répartition, par rapport à la pause entre midi et 2 où ils n'ont qu'une seule heure de récupération, et que si Mais vous parce que aviez. de toute façon, les 2 heures de la pause méridienne, ils servent à rien. Ils servent à rien pour qui? Parce que les gens sont en mairie et pour la plupart, et travaillent. Et on n'est pas ouvert au public. Oui, d'accord. Enfin, après, ça reste une pause déjeuner. Hein. Si les horaires, c'est 9h midi, 14h, 18h, voilà, c'est des horaires. Le salarié, il va se coller à l'horaire. Ça veut dire que sur ces 2 heures-là, s'il a envie de partir de la mairie, il peut partir. Je voulais juste dire que comme là, vous avez réduit complètement à 1 heure. Si vous aviez mis, admettons, une pause de 1h25, ça fait dire 1h15. Donc ça faisait une autre journée où vous auriez pu ouvrir à 19h. Peut-être qu'il faut tirer les conclusions déjà de savoir comment ce modèle fonctionne, de savoir s'il est satisfaisant et ce que ça donne. Et en fonction s'il y a des réclamations des usagers pour que ce soit ouvert plus tard un autre soir de la semaine, voilà. On ne peut pas tirer de conclusion de quelque chose qui n'est pas encore mis en place. Il faut... je ne tire pas de conclusion, mais en fait, je fais une proposition. On a regardé sur les samedis matins, on a enregistré depuis le mois de mai 2020 le nombre de personnes qui venaient les samedis matins et ça nous a servi de base de données. Je pense que là, il faut regarder comment ça fonctionne. Déjà, il faut transmettre l'information, il faut que le public ait l'information. Et puis, oui, alors que ça, j'entends. Et ensuite, on verra au bout d'1 an ce que ça donne. Et si, de toute façon, les gens, ils ont les moyens de communiquer avec nous, hein, entre le site, etc., ou en mairie, en téléphonant, ils ont les moyens de communiquer avec nous et de nous faire part de leur avis. Et s'il faut faire plus, on fera plus. Voyons déjà. Et au bout d'1 an, on peut en rediscuter et voir ce que ça donne. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez le préciser dans le compte-rendu, en fait, que vous mettez à l'essai sur la première année et que vous tiendrez compte des remontées des administrés s'ils pensent que les propositions d'horaire d'ouverture que vous avez faites ne sont pas suffisantes, en fait, pour permettre aux administrés de venir en dehors de leur temps de travail, sans qu'ils aient à poser ou à partir de leur boulot parce qu'ils travaillent à 40 ou 45 minutes de Sadirac pour remonter à 17h. Enfin voilà, je veux dire, est-ce que c'est possible que vous intégriez dans le compte-rendu que vous adapterez en fonction des remontées que vous avez? De toute façon, c'est ce qu'on comptait faire. On comptait bien comptabiliser le nombre de personnes qui viendraient le lundi soir pour voir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais je vous dis, on s'est basé aussi sur les bases de données qu'on a tirées sur plusieurs années du périscolaire, hein, sachant à quelle heure les parents viennent chercher les enfants. Ça nous donne déjà une large idée de leurs possibilités. Alors, je ne parle pas dans ce moment parce qu'il y a le couvre-feu, c'est un peu particulier, hein, mais on sait que très bien que, je vous dis, au-delà de 18h30, il reste un enfant, voire 2, ce qui signifie qu'en termes d'organisation personnelle, les gens viennent chercher, les usagers viennent chercher leurs enfants entre 17h30 et 18h. Oui, donc, on s'est dit que juste de 18h à 19h, ça laissait une possibilité aux personnes de venir à la rencontre des services, si nécessaire. Après, voilà, il faut tester, il faut regarder. Il faut peut-être aussi ouvrir et se dire que les administrés, ce ne sont pas que des familles qui ont des enfants. Non, mais ça donne un ordre d'idée. Moi, c'était juste de savoir en fait sur quoi vous étiez reposé pour faire ce genre Ça donne un ordre d'idée. La jauge, là, vous me dites, on va voir le soir, lundi soir à 19h si ça fonctionne ou pas. C'est quoi votre jauge en fait? Puisque le samedi, vous indiquez, moi j'ai juste lu ce que vous aviez mis sur le site, votre site Facebook de la mairie. Vous dites, comme il n'y a que 2 ou 3 personnes le samedi, ce n'est pas nécessaire de laisser ouvert. Maintenant, vous me mettez en avant que la réponse qui était faite aux administrés n'était pas satisfaisante. Donc là, on est dans le cadre de la qualité de réponse. C'est entendable, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui fait une permanence. Mais peut-être que tout simplement parce que les usagers ne venaient plus le samedi matin, parce qu'ils ne trouvaient pas une réponse.
parce qu'on leur redemandait de venir en semaine pour trouver une Tout à réponse. fait. Mais non, mais c'est en ça que c'est pour ça que Voilà. je vous le dis. Je vous dis quand on dit que c'est que 2 ou 3 personnes et la réponse qu'on donnait n'était pas satisfaisante, ce que j'entends tout à fait, puisque effectivement, si c'est pour dire, ben non, il faut revenir C'est exactement lundi ce où qui vous se passez passait. un coup de fil, voilà, c'est pas effectivement satisfaisant. Néanmoins, voilà, je pense que je voulais moi savoir quelle jauge vous alliez appliquer. C'est quoi en fait votre jauge pour vous dire, c'est pas suffisant ou c'est suffisant le lundi? Moi, je considérais, Madame de Le Salle, que entre 2 ou 3 visites un samedi où on demande aux gens de revenir parce qu'ils n'ont pas de Oui, ça, j'ai réponse, entendu. comparé à 3 personnes le lundi qui ont leur réponse, c'est bon, c'est satisfaisant. D'accord, ok. Par rapport à la pause méridienne, ce que je veux rajouter, c'est que c'est l'ensemble du personnel à la mairie qui ont modifié, qui ont choisi. travaillé pour la réduction de la pause méridienne. D'accord. Parce qu'effectivement, on voit aussi qu'on avait des personnes qui attendaient devant la porte à 14h. C'est Des- arrivé. Des personnes, c'est-à-dire? Des usagers Ah, qui d'accord, attendent ok. devant la porte à 14h, des administrés. Donc ça signifie que si on a régulièrement des personnes qui attendent devant la porte à 14h, que 14h c'est un peu tard. Mhm. Avez-vous d'autres remarques ou d'autres questions? Non. Nous pouvons passer au vote. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Point 10. Non. Si. Convention relative à la subvention de fonctionnement du SDIS 33 pour l'année 2021. La convention proposée en annexe définit les modalités d'attribution par la commune de Sadirac d'une subvention de fonctionnement pour l'année 2021 de 8 339,95 €. Pour rappel, en 2019, 8 108,99 € et 2020, 8 176,92 € au bénéfice du SDIS 33, un seul versement. Alors, question, le SDIS. Je voulais savoir, en fait, est-ce que tu peux préciser ce qu'est le SDIS? Mais il va me le proposer, vas-y. Non, c'est pour préciser le SDIS 33. Qu'est-ce que le SDIS? Voilà. Tiens. Merci. Le SDIS 33, c'est ni plus ni moins que le service départemental d'incendie et de secours, donc les pompiers. Voilà. Et de ce fait, je ne participerai pas au vote puisque c'est tout simplement mon employeur. Ou des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Point 7. Non, 11, pardon. 11. Avenant numéro 2 à la convention de délégation de la compétence transport scolaire, rapporteur Madame Guignard. Bonjour à tous, merci Monsieur le maire. Alors, de par sa qualité d'autorité organisatrice des transports scolaires, la commune de Sadirac a signé une convention avec la région Nouvelle-Aquitaine afin de préciser les périmètres et modalités, notamment sur les prérogatives en matière d'organisation, de fonctionnement et de financement des transports scolaires. Donc, les différentes précisions de périmètre sont notifiées sur la note de synthèse que vous avez donc sous les yeux. Donc, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention de délégation de la compétence transport scolaire avec la région Nouvelle-Aquitaine, 6 juin en annexe.
Des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Point 12. Demande d'exonération de la taxe foncière non bâtie sur les parcelles dédiées à l'agriculture biologique. Rapporteur Patrick Lebas. Merci. Alors, le législateur autorise le conseil municipal, par une délibération, à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et ce pendant une durée de 5 ans, les exploitants qui s'installent ou qui s'installent en bio ou qui passent éventuellement d'une agriculture conventionnelle vers le bio. Donc voilà, tous ces exploitants peuvent y prétendre. Alors, l'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle du titre, au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Alors, c'est souvent l'Écocert, en fait. Hein, c'est souvent l'Écocert qui... Voilà. Par courrier en date du 6 novembre 2020, une demande d'exonération de la part de la SCEA Philippe et Antoine Legris de la Salle de la taxe foncière sur la propriété non bâtie sur des parcelles d'une superficie de 42 hectares, 34 arts, 35 centières dédiées à l'agriculture biologique nous a été adressée. Alors, le produit de la taxe foncière non bâtie en 2020 a été estimé à 29 603 pour environ 1607 hectares, alors, qui représentent 870 hectares en terre agricole et 736 hectares en forêt. Voilà, donc nous percevons 29 000 € par an au niveau de cette taxe. L'exonération demandée pour 5 ans sur 42 hectares représente 2,6% de la superficie totale, soit une recette d'environ 769 € par an, ou 3 845 € pour 5 ans. Donc, il est proposé ici d'exonérer pendant les 5 premières années de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tout simplement la SCEA. Voilà. Alors, sachez quand même que pour la petite histoire, il y a déjà eu un précédent qui date de 2009, où je pense que c'était sur le conseil municipal du 6 novembre 2009. Il y a déjà eu une demande faite de cet ordre-là. Voilà. Des questions, des commentaires? Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. 13. Appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Rapporteur, Madame Guignard. Merci. Donc, je vous rappelle le contexte. Un appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires dans le cadre du plan de relance pour la continuité pédagogique a été publié au bulletin officiel de l'Éducation nationale le 14 janvier 2021. L'Académie de Bordeaux nous en a fait part par courrier le 18 janvier 2021. Cet appel à projet a pour objectif de soutenir l'ensemble des écoles élémentaires et primaires n'ayant pas atteint le niveau de socle numérique de base premier degré, comprenant les équipements fixes dans les classes, comme les vidéoprojecteurs, les équipements mutualisables, comme les tablettes, par exemple, et les équipements des écoles, comme les scanners, par exemple. Comme indiqué dans la note de synthèse, ces investissements sont éligibles à une subvention de l'État. Ainsi, dans ce contexte, les écoles Théonore Modode et Marie Curie ont fait part de leur souhait de se doter de matériel mutualisable pour une demi-classe et pouvant être utilisé par l'ensemble des enseignants de l'école. Alors, cet investissement est constitué de différentes choses, de 15 ordinateurs portables, de 4 tablettes et de 2 NAS. Les NAS, ce sont des boîtiers de stockage de données en réseau. Le coût total de cet investissement représente 14 530 € hors taxe, susceptible d'être aidé financièrement à hauteur de 9 503 € dans le cadre de cet appel à projet. Donc pour l'heure, il est nécessaire d'approuver ce projet et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à répondre à cet appel à projet. Des questions, des commentaires? Nous allons passer au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Convention de regroupement de commandes pour l'achat de matériel destiné aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation avec Gironde numérique. Rapporteur, Madame Guignard. Alors, donc, je fais suite au point précédent, hein, c'est la suite. Donc, les écoles Marie Curie et Théodore Monod nous ont fait part de leur souhait de s'équiper de matériel numérique pour venir compléter l'existant. C'est pourquoi, pour réaliser des économies d'échelle, il est proposé d'adhérer au groupement de commandes proposé par Gironde Numérique. Je vous rappelle brièvement le contexte. Donc, la communauté de communes du Créonais participe financièrement pour elle-même et les communes membres à la Gironde Numérique, ce qui nous permet de bénéficier des prestations forfaitaires qui portent sur l'accès à la plateforme de services et la sécurisation des données. Gironde Numérique, conformément au Code général des collectivités territoriales et à l'article L. 2113-6 du Code de la commande publique, permet aux acheteurs publics d'avoir recours à des groupements de commandes et que ces derniers ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d'échelle et à gagner en efficacité et en mutualisant les procédures de passation de contrat. Donc pour ce faire, conformément à l'article L. 2113-7 du Code de la commande publique, il est nécessaire donc d'acter cet engagement par la signature d'une convention. Et donc Gironde Numérique propose donc une convention pour définir les modalités de fonctionnement du groupement, modalités qui se trouvent ci-dessous, dont vous pourrez prendre connaissance ultérieurement. Donc il est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention pour l'achat de matériel destiné aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, 6 joints en annexe avec la Gironde Numérique. Bien, nous apportons du matériel de dernière génération à nos écoles, et c'est très bien. On va passer au vote. Des commentaires? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Point 15. Dénomination de 2 voies de lotissement. Le conseil municipal est compétent en matière d'odonymie. Par conséquent, il lui revient de dénommer des voies de lotissement. Nous avons reçu les demandes suivantes. Une demande de permis d'aménager a été déposée sous le numéro, je vous en fais grâce, pour un lotissement situé chemin du Merle et intitulé Le hameau de Luquet, comportant une voie de desserte interne. L'aménageur propose de nommer l'allée du Luquet. Une autre demande de permis d'aménager a été déposée sous le numéro pour un lotissement situé chemin du Menuiseil et intitulé Le Clos du Pigeonnier, comportant une voie de desserte interne que l'aménageur propose de nommer allée du Pigeonnier. Avez-vous des questions ou des commentaires à faire sur les nominations de ces 2 allées sur des 2 futurs lotissements? Allée de Luquet, c'était un poète. Voilà. 1800, pas le pigeonnier par contre. Voilà. Allée du Pigeonnier, pourquoi? Parce qu'il y avait un pigeonnier et qui est là actuellement, qui est toujours présent, hein, le pigeonnier. Il y a même les pigeons. Hein. Voilà. Si vous en voulez, vous irez en chercher parce qu'en ce moment, on se bat. On en a à l'église, ils viennent à l'église nicher, donc nous, voilà. Avez-vous. C'est compliqué parce qu'ils arrivent partout. C'est vrai, les pigeons. Avez-vous des commentaires ou des commentaires sur les pigeons pardon, sur les nominations des 2 lotissements? C'est le bêtisier. Nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Dernier point, questions diverses. Oui, Madame Rillet. Alors,
je voudrais... Patrick, je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit en tout début de séance parce que je n'ai pas très bien compris au sujet, le tout premier point. Donc, une ancienne salariée de la mairie, voilà, qui fait un recours. Donc, pour l'instant, on est plutôt sur une sorte de recours amiable. Elle demande de l'argent, c'est ce que j'ai compris. Si on en est là pour l'instant. Pour l'instant, où en sommes-nous? Cette personne avait été donc invitée, si je peux dire ça comme ça, à une commission de discipline, donc qui a été, où donc la mairie de Sadirac a été déboutée. Donc interdiction de licencier cette personne par la commission de discipline. Voilà. Première chose. Maintenant, cette personne a repris un emploi 3 ans après, et par l'intermédiaire de son avocate, Madame Charlotte Iriart, avocate représentant une ancienne agente, nous réclame des dommages et intérêts et des sommes qu'elle n'a pas perçues pendant les 3 années où elle était en arrêt, concernant ses primes, salaires et autres. Et donc, il y a 2 solutions. La première, c'est qu'on puisse négocier avec notre avocat, Maître Lavessière et Madame Iriart, la négociation de bord à bord concernant ces indemnités qui sont dues. Ou l'autre, on dit non et on se retrouve au tribunal administratif où là, la jauge serait du simple au double. Il faut savoir que la somme estimée par Mme Iriart, l'avocate de cette personne, est à peu près de 30 000 euros. 60 000 euros, pardon. Elle est de 60 000 euros. Si, bien sûr, on va au tribunal administratif. Elle, maintenant, entre les avocats, ils sont en train de faire un protocole où la somme serait que de 30 000 euros. Ce n'est pas fini. Les tractations sont ardues, ont démarré, et nous avons un délai de 2 mois pour statuer, pour prendre une décision. Décision qui sera prise en conseil municipal le prochain, je pense, qui aura lieu mi-avril, le 14 avril, où nous devons absolument prendre une décision, et j'espère que les négociations vont s'arrêter là pour que cette histoire soit réglée et que ces indemnités qu'elle n'a pas perçues puissent lui être rattribuées. Voilà. Donc, vaut mieux que la négociation aboutisse et qu'elle aille vraiment au bout de ce dossier, parce que sinon, on aurait le double à budgéter. Il faut savoir qu'on a budgété cette somme au budget, bien entendu, hein, puisque par obligation. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? En partie, parce qu'en fait, après, tu as parlé de ce... C'est là où je ne suis pas sûre, en fait. Donc, quelle que soit l'issue de la... si un accord est trouvé ou si un accord n'est pas trouvé et que la mairie de Sadirac perd, tu veux te retourner contre l'ancienne DGS et les anciens élus? Tout à fait. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Pardon? On étudie avec M. Lavessière, parce qu'il me semble que l'argent public ne doit pas servir à régulariser des errements concernant le personnel. Quand on est élu, le personnel, on doit le protéger et non pas l'acculer et le mettre à la porte. C'est une expérience, je pense, qui est malheureuse, surtout malheureuse pour la personne qui en a souffert, et ça aurait pu arriver à quelqu'un de notre famille, quoi que ce soit. Donc voilà. Maintenant, concernant ça, M. Lavessière, notre avocat, réfléchit. D'abord, en premier lieu, il y a l'indemnisation de cette personne. Voilà. Et ensuite, on réfléchit avec lui, voir la possibilité de se retourner contre les décideurs de l'époque pour que l'argent public ne serve pas à ça. Voilà. Oui. Ouais. Parce que dans cette histoire, quand même, c'était catastrophique pour elle, quoi. Je ne veux pas revenir là-dessus. Voilà. Donc, on a des avocats qui s'occupent de ça. C'est leur métier. Ils nous proposeront les solutions les plus adaptées. Et surtout, ils proposeront les solutions qui permettent, une fois pour toutes, que ce dossier soit terminé et finalisé.
autre question. Alors, donc, oui, oula, vache, il est fort celui-là. Autre question, je suis désolée pour mon retard, je n'ai pas pu débaucher plus tôt. J'avais la procuration de Jean-Louis Moll. Stéphane m'a informé qu'en fait vous refusiez sa procuration parce qu'il ne vous a pas donné l'accord et que dans les textes, il faut qu'il vous donne un accord. C'est ça? On n'a aucune réponse de sa part. Si. Non, il nous a répondu par mail qu'il réfléchissait. Qui réfléchissait à quoi? Non, qui réfléchissait, si vous reprenez son mail, qui réfléchit et qui ne vous a pas donné sa démission. En fait, il est de fait un élu, puisqu'il est sur la liste. De fait, il est un élu. Il ne veut pas venir, il vous donne sa lettre de démission, ça c'est sa décision. En l'occurrence, vous n'avez pas sa lettre de démission. Donc, de fait, il est élu. Vous devez accepter sa procuration. Voilà. Et vous auriez dû le convoquer. Parce que moi, du coup, il me dit, j'ai pas reçu ma convocation. Ben, j'en sais rien. Tu me fais sur papier libre la procuration, puis je verrai avec monsieur le maire. Moi, réfléchir, c'est pas... Après, il y a un texte ou il n'y a pas un texte. Vous avez dit qu'il y avait un texte. Donc, est-ce qu'il y a un texte qui stipule que quand il y a une démission et que l'élu qui est ensuite le suivant, il y a un texte qui dit je dois dire oui ou non. Alors, qu'on dise non, c'est une démission, je suis d'accord. Mais à aucun moment, il est stipulé dans un texte qu'il faut qu'il donne son accord. De fait, il est forcément élu. Oui, il est écrit qu'il doit donner sa réponse, enfin, qu'il doit donner, faire part de sa démission dans les plus brefs délais. Mais il nous a dit qu'il réfléchissait. Mais il a le droit de réfléchir. Ça Il a le droit, en fait. Qu'est-ce qui l'interdit de réfléchir? Voilà, il me semble que jusque-là, tout va bien. Il a le droit de réfléchir. Une réflexion, ce n'est pas une notification. Hein, non, positive, mais de toute façon, on doit pas. Enfin, moi, je juge pas sa décision. Il prendra la décision qu'il veut, et personne doit juger. Non, mais voilà. Nous, on doit juste le convoquer parce qu'il y a un conseil municipal. Il doit être convoqué. Il fait une procuration. S'il n'y assiste pas, on doit recevoir sa procuration. C'est une interprétation de ce texte. On va s'y rapprocher. Simplement, je voulais vous dire que simplement, nous, dans l'équipe d'opposition à l'époque, on avait une démission dans mon équipe qui était de Clara Mourgue. Donc la personne qui l'a remplacée, Clara Mourgue a fait sa lettre de démission. La personne qui l'a remplacée a fait un courrier comme quoi elle acceptait. Elle a envoyé à la préfecture, comme elle acceptait de remplacer Mme Mourgue au conseil municipal de Sadirac. Donc voilà. Et je me souviens très bien, vous pourrez la récupérer, vous pourrez la retrouver sur le procès verbal de l'époque. Donc là, il y a 2 poids 2 mesures. Non, ce n'est pas 2 poids 2 mesures. Si. Il n'y a aucune obligation. Est-ce que M. Stéphane Baquet vous a fait un courrier vous disant qu'il acceptait? Oui ou non? Non. Il n'a pas fait de courrier comme quoi il acceptait. Forcément, de fait, il y avait une démission, il était le suivant, ben voilà. Non, ben il est présent, il peut vous dire quand même. Ça a été fait de manière informelle. Oui, mais il n'y a pas de texte, en fait, c'est ça que je veux... Enfin, vous me dites qu'il y a un texte. Alors moi, du coup, je lui dis, ok, bah donnez-moi le numéro du texte sur lequel vous vous appuyez pour que je puisse le dire à Jean-Louis. Qu'à ce moment-là, vous ne le convoquerez pas, ni au prochain conseil municipal, ni aux autres, tant qu'il ne vous a pas donné sa lettre de démission. Et si tant est qu'il vous la donne, ça, en fait, ça lui appartient. Pour l'instant, il n'a pas pris sa décision, ça lui appartient également. On n'est pas là pour juger. Voilà, il est de fait élu, donc vous devez accepter sa procuration. Il a voté comme nous aujourd'hui. On va se voir dans la semaine et on va vraiment vérifier, parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas, donc j'aurai besoin d'un éclairage. On appellera M. Lavessière, on appellera des personnes qui sont compétentes dans ce domaine, parce qu'il y a quelque chose qui m'étonne. D'accord. Bon, néanmoins, voilà. Moi, je vous donne sa lettre de démission. Au prochain conseil, vous pourrez sa lettre de démission. Pardon, sa procuration. Tu pourras parler aux pigeons. C'est ça, oui. Sa procuration. Au prochain conseil, vous nous direz, voilà, si vous avez eu le retour. Le prochain conseil, on aura un éclairage. On aura la note de synthèse, voilà, où il faudra voter. Ok, merci.
Bonsoir tout le monde. De questions diverses aussi, mais alors complètement légères. J'ai croisé 2 ou 3 administrés qui m'ont dit qu'ils avaient entendu parler, alors vous voyez, c'est des on-dit, que Cabrales allait être centre de vaccination. Voilà. Donc c'était ma question. Est-ce vrai ou pas? C'est un bon retour. Cabrales, non, si tu veux, alors c'est un peu compliqué. Parce que la préfecture a demandé, dans le cadre du plan de vaccination, pour accélérer la vaccination, puisqu'il était certain qu'ils aient eu d'avoir un nombre plus important de vaccins, de pouvoir augmenter le nombre de personnes vaccinées et de proposer à chaque communauté de communes de cibler une salle qui pourrait devenir un centre de vaccination. Attention, je ne parle pas de vaccinodrome, de centre de vaccination, échelle humaine. Voilà. Donc, mais l'ARS dit, oui, c'est organisé, il faut l'organiser, c'est un peu compliqué. Bon, nous, avec Alain Zabulon, on a pris les devants, donc on a choisi Sadirac. Créon était aussi le souhaité. Par rapport aux dispositions, c'était un peu compliqué avec le parking, parce qu'il faut du parking, il faut un endroit sécurisé où le véhicule rentre. Cette salle convient tout à fait avec l'installation de box et un coin de repos avant de partir, avec un pré-triage. Et bon, donc on s'est positionné là-dessus. Changement de décor, mais on n'aura pas les vaccins. Rechangement de décor, on va avoir des vaccins, mais ce sera l'AstraZeneca. Maintenant, ce n'est plus l'AstraZeneca, c'est le Spifer. Bon, alors, si vous voulez, ça c'est un peu comme les pigeons. Ça va d'un côté, ça butine d'un côté, et tout. C'est un peu compliqué. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que toute une organisation a été travaillée avec les professionnels de santé, y compris les médecins sadirakais, pour des vacations, le positionnement de libéraux, plus d'autres et des bénévoles. C'est une grosse organisation. Alors maintenant, je sais qu'en fonction, ça va faire... Avant le conseil municipal, j'avais en ligne à 17h15 Alain Zabulon qui me disait que c'était bien parti pour Sadirac, mais ça serait éphémère. Éphémère pourquoi? Parce qu'on ne peut pas nous garantir, on n'a aucune visibilité sur l'approvisionnement des vaccins. Et on n'a aucune visibilité sur le nombre de personnes qui sera vaccinées. Parce qu'en doublon, les médecins traitants, eux, ont déjà commencé à se rapprocher de leurs patients et patientes âgées de plus de 75 ans, plus ceux qui étaient en comorbidité. Donc, là, on a séparé tout ça. On attend dans les jours qui viennent si vraiment Cabrales sera un centre de vaccination pour l'Interco, plus le reste, évidemment. Alors, il y a, sur la communauté de communes des Portes-Entre-de-Mer, il y a Sénac, et ainsi de suite. Toutes les communautés de communes vont avoir un centre de vaccination. J'avoue qu'on y travaille beaucoup, j'y travaille beaucoup, mais beaucoup parce que, si vous voulez, on a quand même pratiquement 11% de la population qui est vieillissante. On a des personnes qui ne se déplacent pas trop. On en a d'autres qui sont autonomes et valides. Voilà. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir, évidemment, on est tous d'accord, de vacciner le plus vite possible, le plus grand nombre possible, parce qu'on ne va pas s'en sortir de ce truc-là. Et il faut absolument que tout le monde joue le jeu. Donc pour nous, on aura une grosse organisation à mettre en place, je l'avoue, avec du personnel, un logiciel. Voilà. Donc on attend. Et dès l'instant, je n'ai pas voulu communiquer avant parce que je n'ai pas voulu donner de faux espoirs ou de mauvaises informations parce que ça n'aurait pas été normal. Voilà. Dès l'instant qu'on aura d'ici 48 heures, eh bien, on communiquera et vous serez tous avertis parce que tous les élus, tout le monde sera mobilisé parce que c'est un gros truc. On aura besoin de bénévoles, on aura besoin de professionnels, du personnel aussi qu'il va falloir qu'on recrute pour les rendez-vous avec le logiciel qui va permettre de positionner les rendez-vous. Voilà, donc écoutez, on avance en ce sens. J'étais un peu long, mais il fallait que je sois précis et clair. Donc... relayez attention à l'information, faites attention pour l'instant, parce que si ça ne se fait pas, c'est pas grave. On a un plan B qui est d'organiser un transport
pour pouvoir amener les personnes qui ne peuvent pas se transporter avec directement à l'endroit choisi, qui peut être à l'extérieur. Voilà. Bon, mais je vous remercie. La séance est levée. Je vous remercie à toutes et à tous. Eric Latouche a une petite soif. Eh bien, c'est bien. Merci.